Can the Blue Fairy make a robot into a real live boy? Come away, O human child, to the waters and the wild, with a fairy hand in hand, for the world's more full of weeping than you can understand. Your quest will be perilous, yet the reward is beyond price. In his book, How Can a Robot Become Human?, Professor Alan Hobby writes of the power which will transform Mecha into Orga. Will you tell me how to find her? Discovery is quite possible. Our blue fairy does exist in one place and in one place only. At the end of the world where the lions weep. Here is the place dreams are born. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 3. Cette semaine, émission mensonge, le cynisme et retrouver la pureté. Quand on est dans le show business, on n'a pas de pudeur, on tapine et c'est tout. On vend sa tête, on vend ses fesses. Tout le monde est beau, tout le monde y veut avoir des sous. Vive le show bibi, le show bibi, le show business. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, nous allons parler de deux choses. Nous allons parler de virtuel et de méta à l'occasion de la disponibilité sur et uniquement sur Disney+, malheureusement, du dernier film de Robert Zemeckis, donc pour les studios Disney. Nouvelle adaptation de Pinocchio. Et ensuite, nous parlerons d'un film qui est sorti à la fin de l'été dernier en France, Everything, Everywhere, All at Once, réalisé par les Daniels, comme on dit vulgairement, donc Daniel Kwan et Daniel Scheinert. On appellera donc les Daniels. Et donc pour parler de ce joyeux programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous, c'est un peu le bazar là. Thibaut qui est actuellement en stage de formation auprès de Valentin à la technique. Bonsoir Valentin. Il dit bonjour, ils sont perdus de partout. Le doc n'est pas là ce soir, parti encore dans des contrées obscures, présenter on ne sait encore trop quel film, encore justement un truc bizarre des pays de l'Est. Mais donc pour le remplacer avantageusement, parce que donc ce soir c'est un peu son émission, il est de retour avec nous, c'est le meilleur MC de l'université Rennes 2, notre intérimaire préféré, c'est le MC Dr Jean-Baptiste Massuet. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Salut JB, ça va? Ouais, ça Ravi de te revoir ici pour parler d'autres choses que de Beatles ou de Fast and Furious. C'est cool d'être là et de rien avoir à vendre. Exactement, c'est vrai. Mais tu reviendras plus tard dans l'année pour nous revendre ta lessive. Donc voilà, parce que donc ce soir c'est un programme qui est presque concocté par Jean-Baptiste. Donc voilà, parce que tout ça méta, virtuel, mais on va y revenir largement là-dessus. Je vois tellement rien que je suis obligé d'imposer des émissions. En fait. Exactement, c'est ça, pour être sûr de voir des trucs. Donc voilà, c'est le programme et les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, nous allons faire les agendas. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en plein milieu. Donc les agendas, oui Jean-Baptiste, une petite virgule depuis l'année dernière, extrait du secret professionnel du professeur Apfelgluck avec Thierry Lhermitte, un des films préférés du Doc Erwan que nous saluons bien bas. Donc les agendas, agenda local pour commencer, demain au Ciné Tambour sur le campus de Rennes 2, Jean-Baptiste a toujours des parts de danse, c'est toujours toi qui t'en occupes? Non, mais j'adore quand même, je défends quand même, j'arrête pas d'en parler à tout le monde. Soirée zéro de conduite avec à 18h Les Disparus de Saint-Agile de Christian Jacques. Film merveilleux, un des genres de petits classiques du cinéma français, du cinéma merveilleux ou fantastique qu'on a trop tendance à laisser de côté alors qu'il y a de très très belles choses, ce genre de petits classiques qu'il faut voir ou revoir parce que Georges Romero c'est bien mignon mais il n'y a pas que ça dans la vie quand même. Et sinon, autre gros classique du cinéma fantastique mais américain cette fois à 20h30, c'est le Carrie de Brian De Palma. Tout le monde connaît mais il faut le voir en salle. Voilà, faut le voir. Brian De Palma qui, on le rappelle, est l'homme qui ne fait que des meilleurs films.
Sinon, le 3 octobre, donc cette semaine, lundi prochain à l'Arvor, dans le cadre de la programmation Revers avec Comptoir du Doc, double programme, donc entre Comptoir du Doc et l'association 87 mm, il y aura les Maîtres Fous de Jean Rouche, suivi de Evil Dead 3 de Sam Raimi. Donc voilà. Double programme intéressant. Exactement. Super double programme. Et donc sinon, on parlait la semaine dernière, a commencé donc le festival court-métrage et long-métrage à Rennes. Donc il y a plusieurs choses à voir ou revoir. Notamment cette semaine, c'est comme la semaine de court-métrage, mais il y a eu notamment Alien sur la semaine dernière, le Body Snatcher de Don Siegel et encore d'autres choses qui vont se dérouler dans diverses lieux de Rennes. Nous vous renvoyons bien évidemment vers leur site. Et sinon, de toute façon, on en reparlera. Mais le 16 octobre, donc dimanche, dans le cadre des films du dimanche soir, proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, nous avons la joie et le plaisir de vous proposer de voir ou revoir sur grand écran un film de gros camions et de bonhommes, 100 000 $ au soleil de Henri Verneuil, film absolument merveilleux, de toute façon qu'il faut avoir vu. Un des meilleurs films de Verneuil, je trouve. Mais de toute façon, nous ferons normalement en duo avec nos camarades du cinéma est mort une émission spéciale sur Henri Verneuil à cette occasion. Sinon, donc, dans les sorties nationales, c'est pas la folie totale, hein, quand même, on peut le dire. Est sorti vendredi dernier sur Netflix, je l'ai vu. J'en parlera peut-être en fin d'émission, si on a le temps. Le Athéna, une tragédie de Romain Gavras. Autant j'ai envie d'y jeter un coup d'œil. Ah, écoute, si tu le vois, donc, on peut en parler. C'est une tragédie filmique de Romain Gavras, en fait. Une tragédie dans tous les sens du terme, mais sauf en termes narratifs. Bref, en tout cas. Un bilan mitigé. Sinon, à propos probablement de bilan mitigé, la dernière Palme d'Or de Ruben Östlund, donc le réalisateur du Square, qui avait déjà eu une Palme d'Or il y a quelques années. Donc là, s'appelle Sans filtre, sur une farce terrible et caustique sur le monde des ultra riches et des fils de pute. Un film un peu fumeux, non ? Je pense que oui, ça peut être bon. Ah oui, bravo, bien Jean-Baptiste, bien. Excellent, c'est ça l'esprit, j'aime beaucoup, merci. Sinon, demain sort une comédie française avec Bertrand Huskla, jumeaux mais pas trop, où un petit blanc riche découvre qu'il est frère jumeau avec un petit noir. Okay. Voilà, lutte des classes, lutte des races, humour, caustique, rassemblement. National. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, sinon il y a un film avec Viola Davis qui s'appelle The Woman King, visiblement un film de reine et de bagarre. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté, mais je me suis dit parce que j'aime bien Viola Davis. Et sinon, il y a un film par un réalisateur de striptease qui a l'air d'un semi-documentaire rigolo qui s'appelle Poulet frites. Et il n'y a pas le nouveau film d'Andrew Dominic qui sort sur Netflix demain, il me semble. Ah, c'est demain, je crois. Blonde, son ouais, film sur. Ah oui, effectivement, sur Marilyn Monroe avec Amada Armas. Il paraît que c'est super. Qui m'intrigue. Les retours sont demain, j'avais totalement oublié ça. Andrew Dominic. Oui, voilà, c'est un cinéaste comme qui vaut le coup d'être suivi. Non, qui n'est pas terrible, mais le sujet est intéressant. Et Anna de Armas aussi. Plutôt. Donc voilà, c'est les principales sorties. On ne parlera pas de ça du tout normalement la semaine prochaine, hein, puisqu'on parlera plutôt de retour vers le Ching Chongri. On parlera de Ebola Syndrome, de Hero, de Hermanio, des catégorie 3. Là, enfin, on va rigoler et mettre un peu de bonne humeur dans cette émission. Le docteur Erwan revient, quoi. Exactement, c'est ça. Erwan sera parmi nous. Donc voilà, c'est des sorties. Pas d'autres news, Thibaut, pas de nouvelles dans le monde du sport. La retraite de Roger Federer, ça vous a ému ? Oh, ça fait longtemps que j'ai arrêté le tennis, que j'ai arrêté de suivre le tennis. Ah oui. Non, écoute. Même dans le sport, il se passe rien, c'est terrible. Remco Evenepoel va nous faire chier pendant. Il n'a que 22 ans, c'est déjà un petit génie du cyclisme. Il va nous embêter pendant quelques années, lui. Donc c'est dommage. Ah, pourquoi c'est dommage ? Parce qu'il est trop fort. Ah. Et que bon. Il va surplanter les autres. Ouais. Mais bon. Voilà. Une histoire bien terrible. Donc voilà, ce sont les agendas. On va passer à la section critique de cette émission dans un monde virtuel, un monde de mensonges. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était les Sex Pistols avec Liar, extrait de leur premier et unique et merveilleux album, hein, une discographie quasi impeccable, parfaite, hein, on peut le dire, effectivement. Car donc de mensonges, il en est question dans le nouveau film de Robert Zemeckis, disponible depuis quelques semaines sur Disney+ et ailleurs, hein, si vous savez chercher et que vous êtes malin. Donc qui fait partie de la série des remakes live action entre guillemets que met en place Disney depuis plusieurs années. Live action est quand même à prendre avec des pincettes et avec beaucoup de guillemets, puisqu'il y a souvent peu de live, mais quand même beaucoup de techniques d'animation, on va dire. L'animation. Ouais, voilà. Donc ils avaient commencé avec Peter Elliott le Dragon de David Lowery, il y a eu le Roi Lion, il y a eu Dumbo de Tim Burton, le Aladdin, le Livre de la Jungle de Jon Favreau, tout ça. Donc là, ça s'inscrit dans cette même lignée, donc de refaire
l'or classique du cinéma d'animation des années, enfin de leur âge d'or des années 40-50, et les remettre entre guillemets au goût du jour dans tous les sens possibles du terme. Et donc là, en l'occurrence, c'est le remake de leur deuxième long métrage en 1940, qui était sorti en 1946 en France pour cause de guerre en France apparemment. Donc, qui avait été réalisé par Hamilton Luce et Ben Sharpsteen, et donc comme tous les films supervisés par Walt Disney. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est des films de Disney alors qu'il n'a pas fait un seul film. Enfin si, il en a fait un, mais qui est un film nul, un court-métrage qui n'était pas terrible, où tu voyais clairement que Walt Disney, bon, il n'était pas metteur en scène, qu'il était que meilleur producteur C'est clair. que créatif. Et politicien. Oui, et politicien. Un politicien pas très bien avisé d'ailleurs. Non. Et donc, ce film-là se base plus justement sur leur classique à eux que sur le conte original de Carlo Collodi, qui a été adapté des dizaines et des dizaines de fois. D'ailleurs, normalement, on verra à la fin de l'année, je crois que c'est sur Netflix, le film d'animation en stop motion de Guillermo del Burrito, qui a fait sa propre version de l'histoire. Et donc là, c'est quand notre ami Jean-Baptiste, ici présent, m'a envoyé un SMS fortuit. Cette émission est née d'un SMS. Est née d'un SMS qui m'a dit « J'ai vu Pinocchio de Zemeckis, c'est mortel, c'est passionnant, j'ai plein de trucs à en dire. » Juste après, mon téléphone est mort, mais j'ai eu le temps de voir le message. Et je me suis dit, alors que j'avais pas encore vu le film et que je pensais pas spécialement qu'on allait en parler, parce que c'est vrai que ça m'attirait pas des masses, je me suis dit, je sais exactement pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a aimé le film et pourquoi est-ce que ça l'intéresse. Bon, ça t'intéresse à la fois parce que t'es comme nous tous ici, t'es un grand fan du cinéma de Robert Zemeckis. On avait fait une émission avec toi sur le cinéaste il y a 1 an et demi. Et toutes les questions qu'il traite dans son cinéma, au moins depuis une quinzaine d'années, en termes méthodologiques, en termes techniques, en termes idéologiques presque du cinéma, sont des questions qui, toi, en tant que chercheur, t'intéressent. Donc depuis son passage au cinéma virtuel, à la performance capture avec le Pôle Express en 2004, donc voilà, donc ça fait presque 20 ans. Et donc des films qu'il a fait par la suite, donc que ce soit son Beowulf ou bien son Dr Scrooge, Drôle de Noël de Scrooge. Oui, donc 3 films passionnants, mais qui ont été des bides gigantesques à l'époque de leur sortie, qui commencent à être quand même un petit peu réévalués. Les films qu'il a fait dans la dernière décennie sont, je trouve, tous en demi-teinte, à l'exception de Bienvenue qui est vraiment un chef-d'œuvre, Bienvenue à Marwen. Ouais. À Marwen, voilà, c'est son avant-dernier film. Après, t'es dur parce que moi j'adore Allier, je trouve que c'est un film incroyable. Je trouve que, mais j'aime beaucoup Flight aussi. Tous les films qu'il a fait dans cette période, Flight, Allier ou son dernier Sacrée Sorcière, basé sur un bouquin de Roald Dahl. C'est pas si nul que ça. Non, sont jamais des films nuls, mais sont toujours des films en demi-teinte, on va dire, qui je trouve sont jamais totalement réussis, qui soulèvent plein de questions intéressantes, à la fois parce que c'est toujours un très bon conteur, un excellent narrateur, mais je trouve qu'il y a plein de choses qui pêchent, à la fois parce qu'il y a beaucoup de ces films, j'ai l'impression que c'est des films qui sont contraints, parce que c'est pas réellement les choses qu'il a envie de faire. Lui, il aurait plus envie de creuser ce qu'il avait commencé à faire avec ses films en cinéma virtuel, et que c'est des films qui sont un peu finalement faits parce qu'il faut bien croûter, ou bien parce qu'il faut bien tourner. Et ce film-là, donc cette commande de Disney, justement, pour moi, symbolise toute la schizophrénie qui est à l'œuvre dans la carrière de Zemeckis depuis une petite dizaine d'années. Parce que donc c'est effectivement un pur film de commande, refaire leur classique avec un petit cahier des charges qui est établi par la prod de Disney, en restant dans un certain moule, et dans lequel il va essayer de mettre ses propres obsessions et ses expérimentations techniques. Parce que l'histoire même de Pinocchio, donc d'un petit garçon, d'un petit bonhomme en bois qui veut devenir un vrai garçon, il y a toute la problématique du cinéma de Zemeckis, en tout cas tel que lui se la pose, qui est dedans. Est-ce qu'un petit bonhomme virtuel peut faire croire qu'il est un vrai petit garçon à l'écran? Donc c'est toute la dichotomie de la chose qu'on connaît avec le virtuel depuis 15 ans, que ce soit dans les films de Cameron, dans les films de Zemeckis, dans certains films de Spielberg. La question de la porosité du virtuel et de son interaction avec le monde réel, en tout cas le monde réel tel qu'on le connaît au cinéma depuis 120 ans. Et donc ce film-là, effectivement, tu me dis que c'est un film qui est théorique là-dessus, et c'est vrai, mais je trouve que toutes les questions qu'il pose et qui sont presque évidentes, voire à 2 doigts de la vulgarité, tellement elles sont évidentes, je trouve colle mal, ou en tout cas est une question qui est plus intéressante que l'histoire même qu'il va raconter, tellement elle est balisée et sans aucune surprise.
Ah, ouais, je peux pas te donner complètement tort sur le film, sur l'idée que le film ne repose pas sur des surprises finalement, puisque c'est un remake, pas plan par plan, mais quasiment en fait du film original. Avec les mêmes 40. chansons qu'il y avait dans C'est le film ça, original. Exactement, on retrouve vraiment la même structure, les mêmes scènes, les mêmes personnages, etc. Mais en fait, moi, ce qui m'a... Il y a tous les rajouts qu'il y avait par rapport au conte d'origine qui était Oui. déjà dans la version de Disney en Ouais, 40. tout à fait, ouais. En fait, le truc, c'est que j'ai vraiment ressenti ce film comme une sorte de... pas de barreau d'honneur, mais un film où il règle un peu ses comptes en fait avec les multinationales type Disney, finalement, qui ont racheté notamment la société Image Movers Digital, parce qu'il y avait aussi ça qu'il faut rappeler, c'est que Qui est sa boîte qu'il avait créée c'est pour ça, les films. pour les films en performance capture que tu as cité tout à l'heure. Et en fait, après l'échec du Drôle de Noël de Scrooge, cette société a fait faillite et c'est Disney qui a racheté en fait. Et finalement, après, cette technologie a été utilisée dans le cadre de films en prise de vue réelle en guise d'effets spéciaux, non plus seulement en termes de méthode de tournage. Et Zemeckis est allé tourner effectivement des films en prise de vue réelle, qui étaient peut-être effectivement des commandes ou des choses peut-être qu'il avait moins envie de faire, comme tu l'as dit, mais qui transpiraient l'amour du cinéma malgré tout et qui surtout utilisait les techniques qu'il a mis en œuvre auparavant pour servir des sujets, des thématiques, du relationnel entre personnages. Déjà des choses qu'il faisait dans les années 90 quand il fait des films comme Forrest Gump ou comme en 2000 Apparence par exemple, qui pour moi je trouve sont plus intéressants pour les questions formelles ou en tout cas l'usage qu'il va faire d'une caméra impossible de plan virtuel, plus que pour l'histoire en elle-même que lui voulait raconter, ou en tout cas qu'il essayait de raconter. Apparence notamment, je trouve que c'est plus vraiment, c'est presque son panic room à lui, si tu veux. Oui, c'est un film complètement expérimental sur ce point. Mais en fait, moi j'ai toujours dit que Zemeckis c'était clairement un Spielberg qui a pas eu la chance de Spielberg, qui pourtant était un poulain de Spielberg à l'époque où il a commencé. Mais il a la même exigence formelle, le même rapport à la mise en scène. Mais il a probablement pas la même conscience du public que Spielberg. Exactement. Parce qu'il fait les films pour lui, il y a un côté plus autistique. Il y a peu de cinéastes qui ont voilà. la même conscience du public que Spielberg. Ouais. Et en fait, j'y viens, c'est ça qui m'a vraiment touché dans ce Pinocchio, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui fait uniquement pour lui-même en fait. C'est quasiment un film de un braquage psychanalytique en fait, où il s'interroge en fait, il interroge sa place dans le milieu hollywoodien et surtout comme le personnage de Pinocchio se demande qu'est-ce que lui fout là, est-ce qu'il faut qu'il soit fidèle à sa conscience, à ses principes, ou alors est-ce qu'il faut qu'il fasse le spectacle, qu'il fasse le show pour engranger de la maille et être célèbre. En fait, moi, j'ai pris le film comme avec un niveau de lecture tout de suite méta, pour le coup. Ah bah là, c'est évident. Parce que, en fait, j'ai lu qu'on avait beaucoup reproché au film le fait d'être un remake quasi plan par plan du film de 40. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas un problème en réalité, parce que ce qui s'est passé, je pense que c'est ça qui s'est passé, c'est que d'autant que c'est exactement le cas dans tous leurs... c'est ça, exactement. Dans les films de Favreau, par exemple, et ça, tout le monde s'en branlait. Mais c'est surtout qu'en fait, ces cinéastes n'avaient rien à dire, c'est-à-dire qu'ils étaient juste à servir la soupe et puis à refaire exactement le même film qu'en dessin animé. Sauf que là, en fait, ça a du sens que ce soit Zemeckis qui fasse ce film-là. Et en fait, ce qui est génial, c'est que j'ai le sentiment que Zemeckis a revu le Pinocchio de 40 et s'est dit, mais c'est incroyable, en fait, le film, en tant que tel, parle de performance capture, donc je vais le refaire exactement pareil, puisque finalement tout est déjà là, la structure, le discours, tout peut être interprété métaphoriquement comme ce que j'ai vécu depuis une vingtaine d'années. Et en fait, le film, c'est ça, c'est une histoire, c'est une forme d'histoire de la performance capture depuis 2004. Si tu le prends comme ça, tu peux effectivement prendre beaucoup de plaisir. Si tu le prends uniquement comme un remake plan par plan, ça n'a pas grand intérêt, j'en suis d'accord. Encore qu'il y a quand même des petites trouvailles de mise en scène assez chouettes, il y a des trucs vraiment de cinéma virtuel, comme j'aime chez Zemeckis, des plans assez vertigineux de caméra qui va faire des mouvements absolument impossibles, changer d'échelle dans le même plan, etc. Il y a plein de trucs très chouettes comme ça. En le revoyant plus que dans d'autres films de Zemeckis, c'est que tu sens vraiment que la caméra virtuelle n'a aucun corps, en tout cas qu'elle n'a aucune lourdeur. Ouais. Alors que dans certains autres, notamment dans Scrooge, il voulait faire ressentir l'effet d'une caméra réelle, alors que là en fait il virtualise complètement le truc, le point de vue est virtualisé et devient quasiment un point de vue presque omniscient, la caméra joystick on disait et c'est ce qui montre pour moi que c'est un film théorique et c'est pas tant un film de cinéma au sens où on va faire vivre des émotions, même s'il y en a, qu'un film théorique où finalement il prend la caméra comme un stylo pour écrire à propos, alors que pourtant il y a quand même un manque de prise de risque dans à peu près tous les aspects artistique du film. Par exemple, le fait de reprendre son pote Tom Hanks, c'est genre vraiment parce que c'est la récré entre copains pour être sûr d'être mollo-mollo. D'un côté, tu peux le lire comme ça. Moi, je le lis différemment. C'est que depuis très longtemps, on a
très bien compris que Tom Hanks c'est l'alter ego de Zemeckis. Il l'a toujours vu comme ça. Et là, en plus, il incarne Geppetto, qui est un inventeur, qui est quelqu'un qui est un créateur, un artiste. inventeur enfermé, Voilà. qui est complexé. Donc Geppetto plus Tom Hanks égale très clairement Zemeckis d'un point de vue métaphorique. En fait, Geppetto c'est Zemeckis. Si on part du principe, chose la lecture un peu métaphorique que je propose, c'est Zemeckis, et du même coup, Pinocchio, c'est la performance capture. Il est symbolique puisqu'il est réalisé de cette manière, avec le petit garçon qui joue dans la série de Mike Flanagan, The Haunting of Bly Manor, si je dis pas de bêtises. Et donc ce petit pantin représente métaphoriquement ou métonymiquement la performance capture, et du même coup, c'est cette relation entre Geppetto, entre Zemeckis et la performance capture qui est racontée. En tout cas, ça représente toutes les problématiques que lui se pose par rapport au cinéma en tant qu'industrie, en tant qu'art et en tant que technique. Truc génial pour aller dans le sens. Et en fait, plus le film avançait, plus je me disais que cette idée de base, non seulement elle se tenait, mais je me disais, c'est pas possible que ce soit pas fait exprès. Dans le petit atelier de Geppetto, il y a des horloges. Partout. Il adore les horloges, c'est le personnage de Geppetto, on sait qu'il est comme ça. Ces horloges ont une particularité dans ce film. Qui d'ailleurs, je trouve, participe à un truc un peu cynique, mais justement. Oui, mais c'est ça qui est génial, c'est que c'est au niveau de la prod, et c'est là que je trouve que Zemeckis c'est un génie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a toutes les horloges qui se mettent à sonner, et c'est plein de personnages du monde de Disney qui apparaissent. Chaque horloge reprend un film Disney, en fait, est une référence à un film Disney. C'est des easter eggs très clairement qui sont pensés comme ça. Donc tu sens qu'en termes de prod, c'est Disney qui dit on fête bientôt nos 100 ans, faut y aller à fond, coup de coude, on y va à mort, regardez les fêtes, voilà. Roger Rabbit. Mais comme tous les cinéastes géniaux qui sont soumis à un système de production, Zemeckis se dit qu'est-ce que je peux en faire pour biaiser ce truc de l'intérieur. En fait, il ne faut pas oublier que Zemeckis, c'est quand même quelqu'un qui a grandi avec Disney. C'est un type qui s'est construit avec cette culture-là, qui a toujours adoré Disney, qui a quand même fait Roger Rabbit, qui est le plus bel hommage au dessin animé industriel qu'on ait jamais fait. Donc c'est quelqu'un qui aime profondément ça, qui a grandi avec ça, et qui, en 2009, s'est retrouvé dans une situation où son bébé, son invention, la performance capture, a été racheté par ce studio qui pourtant... à qui il a tellement donné. D'autant que la performance capture, quand même, après, a eu différents usages. À la fois, il y a eu des films qui ont été réellement faits dans les volumes, comme les films de Cameron, comme les films de Spielberg, certains, et la technique, plus que la méthode, a été réutilisée pour plein de films à moitié live, comme Les Planètes des Singes, qui en gros remplaçaient le système de la motion capture, de la motion capture, pour en faire de la performance avec des choses qui étaient toujours un peu plus pointues, mettre ça dans des mondes réels, enfin en tout cas des mondes concrets sur des vrais lieux de tournage. Donc vu que c'est une méthode qui est malléable, modulable, qui est modulable, mais il y en a peu qui l'ont fait comme l'a fait Zemeckis ou bien comme l'a fait Cameron après avec ses avatars. Ouais, tout à fait. Et en l'occurrence, je vais revenir à ce que tu dis parce que c'est tout à fait passionnant, mais justement le fait qu'à la fin, c'est pas vraiment un spoil puisque finalement on sait que ça marche, tout le monde connaît Pinocchio de 1940 quand même, à la fin du film, pour sauver Pinocchio, pour sauver sa création, pour sauver la performance capture, qu'est-ce qu'il fait Geppetto? Il vend ses horloges Disney, il vend tout. Il préfère effectivement vendre ce qui l'a fait grandir, ce qui l'a aidé à grandir, pour privilégier sa création qu'il veut sauver du cynisme, parce que le cynisme est représenté dans tout le reste du film, et c'est là que là encore, le niveau de lecture fonctionne à merveille. C'est que quand même, qu'est-ce qui se passe au début du film? Les deux, la Grand Coquin et Gédéon, disent à Pinocchio, écoute, il faut que tu fasses du spectacle, va pas à l'école, tu vas faire du show business, puisque vraiment t'es quelqu'un d'incroyable, c'est un pantin qui marche, donc c'est formidable. Donc il l'amène à Stromboli, mais Stromboli, qu'est-ce qu'il fait? Il exploite Pinocchio, donc c'est Pinocchio sur scène qui se fait jeter des pièces. Ça renvoie à toute la récupération mercantile de la performance capture qui a eu lieu sous la houlette de Disney et compagnie, où on a exploité ça dans les Marvel et tout ça. Dans leur propre film live action. C'est une dérive systémique que Zemeckis dénonce en fait par sa mise en scène, par juste la reprise de la structure du film. On comprend qu'il fait un discours sur l'histoire de la performance capture. Et ce qui me fait encore plus aller dans ce sens-là, c'est qu'il y a une autre dérive. Alors ça, c'est la première dérive, c'est comment on exploite la performance capture pour créer des personnages virtuels, tout ce que tu as décrit, pour en faire des effets spéciaux et non plus pour l'exploiter comme méthodologie de tournage. Mais il y a aussi des cinéastes qui se sont dit c'est trop cool la performance capture, on peut faire des plans de ouf là, complètement attractionnels, mais qui n'ont, selon Zemeckis, visiblement pas compris la sève de cette technologie et qui vont l'utiliser à des fins complètement aberrantes en faisant des plans qui n'ont aucun sens. La Michael Bay, par exemple, dans Bad Boys 2, les plans de cinéma virtuel sont complètement dégénérés, si tu veux. Mais c'est ça qui est cool. Oui. Mais voilà, c'est une sorte de désincarnation. Voilà. Exactement. Avec le plan qui passe par le carburateur de la moto pour ressortir par le trou de balle du personnage. C'est ça. Et là, qu'est-ce que fait Zemeckis? Il reprend la séquence de l'île enchantée de l'original et il le tourne, mais comme un truc complètement dégénéré d'attraction, vraiment de grand 8,
exagéré au possible avec des plans complètement par aberrants Disney, quoi. qui ont été critiqués. Ils vont dire pourquoi les gamins ils ont leur shop de bière en image de synthèse. Mais parce que c'est justement le trop-plein visuel, justement, de faire une surcharge qui est quasiment aberrante, en fait, et dégénérée d'effets spéciaux numériques, pour montrer que c'est une dérive aussi. C'est-à-dire que c'est l'abêtissement spectatoriel par le grand 8 Tu vois attractionnel. bien en plus ce qui se passe en ce moment dans l'industrie des effets spéciaux américaine, c'est que t'en as plein qui lâchent l'affaire parce que justement Disney, surtout c'est Marvel et compagnie, et puis les Star Wars, ils cherchent tellement la mule en termes de prod, faut être à fond que les mecs ils ont pas le temps de bosser correctement, que les dates sont tellement courtes avec les sorties des films qu'ils bourrinent comme des malades, les mecs ils font des dépressions, ils arrêtent, ils craquent, et quand tu vois tous les trucs de Marvel ou les machins comme ça, t'as vraiment l'impression que les films sont pas finis. Et que vu que c'est des plans qui sont hyper complexes et très difficiles à faire, donc tout le découpage est fait vachement à l'avance, après t'as aucune marge de manœuvre, tu peux pas inventer des choses parce qu'ils reprennent toujours les mêmes schémas de plans et les mêmes schémas pour toutes leurs scènes d'action parce que c'est plus simple à faire et c'est beaucoup plus rapide. Ce qui donne ce côté hyper générique à toutes les scènes d'action de trucs de super slip depuis 10 ans. Un peu décérébré, qui n'a plus de sens en fait. Enfin, c'est comme on ne réfléchit plus en amont à qu'est-ce qu'on va produire comme sens avec les images, ça devient des images complètement insensées, qui sont vidées de sens en fait. Ouais, puis parce que vu qu'elles sont faites juste en série tout le temps, donc on verra toujours la même chose. Tu auras juste un personnage qui avant était bleu et puis qui après sera rouge et genre, oh mon Dieu, c'est incroyable. Et du coup, c'est en vivant cette espèce de parodie du Pôle Express, parce que c'est ça la fin. L'île enchantée, c'est vraiment la fin du Pôle Express en mode parodique en fait. Et c'est là, en confrontant à ça, que Pinocchio devient un âne. En mode vulgaire. Il devient un âne, mais c'est le symbole des spectateurs en fait. Regardez la soupe qu'on vous vend, ça va vous abêtir. Et en fait, il faut trouver autre chose, il faut trouver une autre manière de penser la performance capture. Et je pense que Zemeckis, c'est pas de la prétention, c'est qu'il se dit, est-ce que j'ai pas recréé la vie aussi en tant que savant, vous voyez, un truc un peu comme ça. Ou peut-être en se demandant aussi, ou est-ce que moi j'ai merdé. Oui, aussi, il y a ça. Mais alors, la fin du film. Ouais, mais parce que du coup, tu pourras peut-être avoir ça. En faisant un film comme ça avec Disney, t'as à la fois une forme de renoncement, mais en même temps, il sait qu'il peut pas y échapper parce que c'est eux qui ont la thune maintenant. Et qu'il n'a pas le pouvoir commercial d'un Spielberg ou bien d'un Cameron. Mais justement, je trouve ça malin qu'il arrive à détourner une commande Disney comme ça pour finalement dire quelque chose qui tacle complètement le système disneyen par derrière. C'est ça qui est malin. La fin du film, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Enfin, je vais pas spoiler la toute fin parce que pour le coup, c'est une variation. Mais sauf que Disney, ils s'en foutent parce qu'ils comme tout système capitaliste, ils savent très bien intégrer la critique pour la prendre à leur compte en disant oh regardez, vous avez produit un truc un peu. Et je vois moins le film effectivement comme une critique efficace contre Disney que, encore une fois, comme une possibilité offerte à Zemeckis de raconter son histoire, de raconter ce qu'il a vécu et ce que la performance capture a vécu pendant 20 ans. Et il le fait, je trouve, génialement en reprenant le schéma d'un film de 1940. Quoi. C'est quand même un coup de génie. Quoi. C'est formidable. Un film classique plan par plan. Quoi. Ouais, tout à fait. Mais la toute fin... puis il y a Monstro aussi, toute la séquence avec la baleine, qui aussi peut être complètement réinterprétée à cette aune-là. Mais je trouve que la fin du film, effectivement, le choix que Pinocchio ne devienne pas finalement un petit garçon, on le sait pas, peut-être qu'il le donnera, mais il y a une ellipse en fait, on le devine, mais c'est pas vraiment dit. Mais dans il un plan du lointain, il part dans la profondeur de champ et il reste en performance capture. C'est-à-dire que finalement, il n'a pas besoin de redevenir un vrai petit garçon, puisque la performance capture, finalement, nous donne une humanité, procure une humanité au-delà de l'image de synthèse. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir un corps humain pour être humain. Et je trouve que c'est un beau discours sur ce qu'a produit Zemeckis dans les années 2000 en disant mes personnages qu'on a vendus comme des personnages de jeux vidéo complètement désincarnés, non, c'était des humains, ils avaient une âme. Et c'est ça qu'il a toujours défendu, c'est que la performance capture permettait de retranscrire l'âme de l'acteur dans une enveloppe de synthèse. D'autant que ça se voit de plus en plus, parce que quand tu vois ce qu'a fait Cameron avec Avatar en 2009, un film qui avait 15 ans d'avance sur tout le monde, où là, pour le coup, l'émotion marchait avec des personnages 100% numériques, notamment dans un des plans de la fin où le perso de Jack Sully dans son corps humain touche le perso de Neytiri la Grande, qui était le plan que voulait Cameron, qui était le plan à pas foirer, qu'il a pris 2 ans de travail. Qui est le plus beau plan du film, d'ailleurs. Qui en plus qui est le plan qui contient toute la promesse des possibles, on va dire, du monde numérique, en tout cas de ces avatars numériques justement, est absolument tenu. C'est ce qu'il y avait aussi à la fin du Speed Racer des Vachos en 2008, quand lors de la course finale de Speed, t'as un personnage qui dit It's a whole new world baby. C'est exactement ce que ça annonce. Programmatique en fait. Voilà, c'est programmatique, mais comme n'importe quel nouveau monde qui s'annonce, tu sais que de toute façon ça va être très long, ça va être compliqué. Et il y aura des dérives. Et il y aura des morts, il y aura des dérives. C'est ça aussi. Et là, je trouve que le film pointe ça. Et en fait, il ne fait que ça, il fait que pointer les dérives du truc, et le film en lui-même, même dans son côté raté, je veux dire le côté un peu chromo, le côté un peu
un peu too much dans l'imagerie. Le Gédéon et Grand Coquin qui sont des animaux alors que tous les autres sont des personnages humains. Il y a un truc, dans le dessin animé ça marche, mais là ça marche pas, c'est bizarre. En fait, tout ce ratage qu'on pointe du doigt, pour moi, est le signe que en fait, Zemeckis fait exprès quasiment de faire un échec commercial pour montrer justement une dérive encore. Ouais, mais le truc c'est que si c'est un beat commercial, après ça va pas aider le reste de sa carrière qui est déjà... Je pense qu'il s'en fiche, c'est pour le geste, c'est bon, il a fait son histoire de la performance capture, maintenant que ce film marche ou pas. Pourquoi est-ce qu'il est pas parti en Nouvelle-Zélande avec Cameron pour faire des films Mais parce que je te dis, je pense que Zemeckis il a ce côté un peu pas autistique, mais il est quand même traditionnel très de sur l'industrie, lui-même, quoi. il est très renfermé, c'est quelqu'un qui est très discret, qui parle pas beaucoup de lui. Je pense quand même que c'est quelqu'un c'est un cerveau quand même, il a plein d'idées, mais il parle pas énormément de ses films, et quand il en parle, on n'a pas l'impression qu'il en parle bien, alors qu'en fait je pense qu'il sait très très bien ce qu'il fait. Ouais, mais c'est parce qu'en général quand il en parle, on lui parle que de trucs de thématiques, de machin, et finalement il s'en branle un peu, quoi. C'est ça, exactement. Mais dès qu'il est sur ces questions de technologie, tu sens qu'il y a quelque chose qui le touche, qui le marque, et je trouve que moi ce film m'a touché parce que je ressentais ça. Il a envie d'exprimer ça. Même dans ces personnages en général, ce qui m'a intéressé le plus, c'est les personnages qui seront des techniciens ou qui vont se poser des questions. Qui sont des artistes. Voilà, mais qui, comme dans Contact, qui vont se poser presque des questions philosophiques dans leur rapport à la technologie. Tout à fait. Et pour moi, ce Pinocchio ne déroge pas à la règle. Pour moi, c'est un vrai film de Robert Zemeckis, contrairement à tous ceux qui disent que c'est. Oui, parce que la réception est quand même catastrophique. Je trouve terrible, mais moi je comprends pas en fait. Autant qu'on attaque Sacrée Sorcière, qui était clairement pas son meilleur film. Qui était vraiment pas terrible. Qui était pas mal, mais basé sur un bouquin de Roald Dahl et qui était vraiment, là pour le coup, qui était le truc assez feignant, je trouvais. Oui, tout à fait. Moi j'étais un peu déçu. Autant là, non, je trouve que c'est lui faire un faux procès. Et encore une fois, je pense sincèrement que si on regarde le film avec ce point de vue-là, et qu'on le prend juste comme un essai théorique sur la performance capture, il gagne tout l'intérêt possible. C'est vraiment un film passionnant. Alors, on a quoi prochainement en cinéma virtuel, Jean-Baptiste, à part Avatar en fin d'année? Là, par contre, on attend. Ah oui, bah non, il n'y a pas grand-chose en fait qui se profile. Ouais, parce que le cinéma virtuel. Le devenir de la méthode a été un peu passé sous le tapis, quoi. Ouais, tout à fait. À voir. Moi, je pense ça va être intéressant les années à venir, justement, de voir comment ça va se reconfigurer, se repenser. Avec Avatar 2, qu'est-ce que ça va changer? Je pense qu'on va vivre des années assez passionnantes là, dans ce qui va venir au niveau cinéma et effets spéciaux. Non, je suis pas devin, on sait rien. Je pense que c'était le fait de faire un bilan. Là, je trouve que c'est le bon moment de le faire. Au bout de 15 ans, on va voir Avatar 2. En plus, là, il y a la sortie d'Avatar. Là, tout le monde est qui cartonne, qui est le film qui cartonne. Tout le monde est découvre ou redécouvre. Une nouvelle génération, genre des gamins de 10 ans qui Avatar, et voilà, les retours sont toujours aussi dithyrambiques. Chez Fer, donc moi je suis quand même curieux de voir ce qu'il a refait dessus. Ouais. Franchement, c'est une vraie curiosité là qui arrive. Ouais, tout à fait. Je pense que ça peut faire un peu bouger les lignes parce que là, ça ronronne depuis trop longtemps. Quoi. Comme le premier Avatar avait fait bouger les lignes en changeant tout le parc numérique avec les expérimentations autour de la 3D. Faire si Zemeckis n'avait pas fait ces trois films, il faut quand même le rappeler. Zemeckis a une importance cruciale. C'est quand même un pionnier dans cette série. C'est un mec qui essuie les plâtres. Ouais, exactement, le petit père. Et après Cameron, c'est pour ça que je veux le défendre. Et après Cameron, il a un boulevard. Ouais, c'est trop facile, les Spielberg et les Cameron. Là, Zemeckis, faut pas l'oublier. Voilà, c'est un des meilleurs cinéastes aujourd'hui, un des plus grands, et encore en activité. Il faut le soutenir. Arrêtons de le critiquer. Là. Les volets de bois vert sans mauvais jeu de mots, ça suffit. Merci, donc vous l'avez compris, c'est le Pinocchio de Robert Zemeckis qu'on vous recommande quand même si vous aimez le cinéma. Et voilà, des choses à se mettre sous la dent. Hein. Si vous êtes comme nous et que vous aimez, vous la prenez, vous la mordez. Voilà, on va rester dans le méta avec un film qui est un peu le genre de une compile de la culture populaire dans une poubelle. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Métal Urbain avec Pop Poubelle. Et de Pop Poubelle, il va en être question à l'occasion de la sortie en France en fin d'année, depuis plusieurs mois aux États-Unis d'Amérique et en Albanie, de Everything Everywhere All at Once, film de Daniel Kwan et Daniel Schneidert, qu'on appellera les Daniels, qui avait réalisé un long métrage il y a 3 ans déjà, Swiss Army Man, avec l'insupportablement nul Paul Dano et Daniel Radcliffe qui jouait un mort. Et donc là, c'est leur nouveau film pop produit par... Rooney Mara, je crois. Rooney Mara. Rooney Mara.
C'était un peu Oui. le Weekend at Bernie's de notre époque, quoi. Ouais, pas sûr. Donc là, Everything, Everywhere, All at Once, tout partout. Film produit par A24, qui donc Mais quel mépris. qui donc est connu pour leurs films que l'on appelle de Elevated Horrors, donc les films de Ari Aster, de Robert Eggers et compagnie. Et là, avec ce film-là, il faut un peu du Elevated Marvel, parce que donc c'est la grande mode, c'est les multiverses qui en général, dans les comics, on arrive à ce moment-là quand on n'a plus trop d'idées ou quand il faut se débarrasser de 40 ans de continuité. Donc on crée des univers parallèles comme ça, on peut ramener d'autres gens, machin, remettre un peu les choses à plat et à zéro. Un peu caricatural, mais bon. Mais c'est vrai. Et donc là, de multivers, il en est question, puisque donc ça parle d'une dame incarnée par la toujours formidable et magnifique, on était très heureux de la revoir, Michelle Yeoh, qui est donc avec son mari interprété par Ki Yu-kwan. Petit coup de coude au geek aux fans, puisque donc c'est 2001. Donc voilà, dans... Mais c'est pas tout le monde a fait une sorte de clin d'œil. C'est pas un clin d'œil, c'est juste l'acteur qui joue 2001, c'est tout. Sauf qu'il avait arrêté de faire l'acteur depuis longtemps parce qu'il était chorégraphe et puis directeur de combat dans les machins. C'est pas pensé comme un clin d'œil. C'est évidemment pensé comme un clin d'œil, Jean-Baptiste. Moi, je pense que si. Évidemment. Jamie Lee Curtis qui joue une vieille rombière des impôts. James Hong qui joue le père de Michelle Yeoh qui est encore vivant alors qu'il a genre 122 ans, mais... Après, c'est toujours un kiff de le revoir. Et donc, elle a un peu une vie de merde dans sa laverie parce qu'elle fait un peu tout. Et un jour, pouf, le monde des multivers va s'ouvrir quand un autre Raymond, qui est donc son mari, va apparaître pour lui dire qu'en fait, il faut faire des machins pour aller sauver le monde des multivers qui est dans la merde. À cause de qui ? À cause de sa fille qui fait n'importe quoi. Elle est pas contente, elle est triste parce qu'elle est petite et grosse. Et donc, le monde des multivers part en sucette. Et donc, elle va devoir aller sauver le multivers, l'humanité, se réconcilier avec sa fille, avec sa femme, avec son père, bref, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Tout ça paraît peut-être un peu synthétique sur un film de 2h20, quand même bien tapé. Déjà, c'est au moins 45 minutes de trop, largement. C'est vrai. C'est quand même le problème. Ça, pour le coup, c'est vraiment le truc des films A24 mélangé avec les films Marvel, c'est vraiment aucun sens de la synthèse. C'est vraiment beaucoup trop. Ce qui est quand même beaucoup trop. Et donc, le film qui était précédé d'une hype gigantesque, c'est formidable, c'est vraiment du Marvel en mieux, des multivers, c'est ouf, elle est trop cool, Michelle Yeoh, machin, nanana. C'est quand même un pari de distributeur assez intéressant qu'il faut quand même souligner, quoi. Enfin, c'est quand même un film qui a été piraté de partout, vu par tout le monde. Et petit distributeur français qui se dit, on va essayer quand même de le diffuser, voir si ça va marcher en salle. Alors que les films, les droits des films A24 sont abusément chers en France. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui ne sont pas sortis, comme le Green Knight de David Lowery en début d'année. Et donc, précédé de cette hype de fou furieux et de gros fifou, finalement, on ressort un film qui, je trouve, est un peu osef, en tout cas. Mais tout ça pour ça. Alors effectivement, il y aura quelques bastons sympas, il y aura quelques idées visuelles sympathiques qui ne sont pas exploité, comme par exemple Le Monde où les gens ont des mains comme des knackis. Ça me fait rire. Oui. J'ai trouvé ça ridicule. Mais surtout, si tu avais un peu d'ambition dans ton multiverse, au lieu de faire des bastons dans des open space dégueulasses, tu fais un monde avec tout le film dans des mecs qui ont des gueules de grosses saucisses, quoi. Là, je sais pas, au moins un truc un peu ambitieux, un peu rigolo. Alors que je trouve que, en termes visuels, je trouve ça très pauvre, avec un manque d'imagination et de fantaisie absolument dramatique pour un truc que dans les multiverses. Ça me fait le même effet que pour le film de Sam Raimi de Dr Chelou dans les mondes multiples de la folie, là. C'est pareil, genre, c'est ouf le multivers, on voit des machins trop ouf, des gens qui sont genre en pâture gouache, et en fait on finit par genre des putains de combats dans des lieux déserts où il y a personne, avec un manque d'imagination mais dramatique. Ça c'est la malédiction Marvel. Hein, ouais, clair, là c'est pareil, c'est la même malédiction. Et il n'y a pas le même budget non plus. Hein, non, il n'y a pas le même budget, et sur ce côté de pop poubelle, donc évidemment ça va retravailler certaines formes de cinéma, comme les films de Wong Kar-wai, les films de table de Hong Kong, tout ça, machin, mais finalement tout ça pour rien, pour dire que quand même dans le monde, c'est quand même pas mal d'être gentil. Alors peut-être que je suis cynique ou me dire mais c'est bien un petit peu positiviste. Ça m'a rappelé le Tomorrowland de Brad Bird. À la fin quand même il faut avoir son pins pour gagner, quoi. T'exagères. Jean-Baptiste. Ouais, non, t'exagères. Thibaut. Allez, vas-y. Thibaut. T'as tout résumé, en fait. C'est un film que j'ai vu hier et que j'ai déjà oublié. Alors oui, en effet, il a une réputation assez incroyable. Et je m'attendais à prendre vraiment une claque. Et en fait, je me suis ennuyé. Le film est beaucoup trop long. Le climax final, et t'as l'impression qu'il dure 6 plombes. Dans des escaliers, dans un centre commercial. Ça, c'est vraiment raté. Franchement, c'est franchement abusé.
Et comme tu dis, en fait, moi je trouve qu'il n'y a aucune originalité là-dedans. Alors j'étais content de revoir Michel Yeoh. Ouais, il y a 2-3 bastons. Bon, Mais ok, toujours baston. content de l'avoir, Michel Yeoh. Ok, mais le film est ultra boursouflé, ça tape du coude constamment. Bref, c'est pénible, ça raconte rien. Alors on disait beaucoup, j'ai lu des 2-3 phrases, disait voilà, c'est un grand film sur le sens de la vie et compagnie. Moi, Mais c'est pas un grand film. Mais... C'est Évidemment, voilà. mais- Moi, voilà, on en fait des caisses. Alors moi personnellement je trouve à tort parce que c'est un film qui n'est sans surprise, c'est un film qui Comme est dirait notre ami William Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. exactement. Et je trouve que c'est un film Too qui much ado, but est nothing. parfois ridicule. Voilà, dans certaines représentations, je trouve Mais que ça... en plus, dans c'est un ridicule. ridicule qui n'est pas volontaire. Non qui mais est le plus donut, subi. on s'en fout, les cailloux, on s'en fout. Ah, les hot dogs, on c'est s'en nul fout. cette scène avec les cailloux au bord du ravin qui parlent. Là. Le- Oh là là, t'as l'impression Voilà, vraiment de voir. Mais c'est nono nénette quoi. C'est Et là, c'est le général Durakin. et en c'est- fait, ces boursouflures, comment on dit ce bon sentimentalisme fait qu'en fait, qui est le cœur du film, donc la relation entre une mère et sa fille, en fait, fait que en fait, ça tombe complètement à plat. Ce qui pourrait être bien en plus un truc Mais oui, bien hyper entendu. premier degré sur une relation Mais mère-fille en fait, un peu on s'en fout. complexe. On s'en fout parce que tout est trop lourd, tout est trop long. Tout te tape constamment les côtes là en disant ouais regarde comme je suis cool, et en fait non, à force de dire que t'es trop de gauche, au final t'es de droite, et en fait c'est exactement la même chose. Donc là à force de dire que t'es trop cool, et en fait t'es qu'un vieux schnock. Voilà, Donc un en vieux fait relou. le film est sorti, il a déjà ultra vieilli, et ça c'est dommage. C'est dommage parce que le projet était est sympa, comme tu disais, il y a un vrai courage des distributeurs parce que le film tu le trouves au Kosovo depuis pas mal de temps, et ouais mais non. C'est vrai qu'on en parlait en off avant l'émission, c'est vrai que toi ça t'a fait penser au film de Moi Spielberg. ça m'a fait un peu penser à Ready Player One de Spielberg. Alors voilà, ça me fait chier de taper Avec des sur résultats notre, différents, mais, notre Steven mais- adoré. Oui, mais Steven, il est comme tous les génies, c'est-à-dire que quand il rate un film, il fait pas semblant. Et en fait je trouve que ça faisait un peu penser à Ready Player One, voilà, dans ce côté un film de boursouflé, exactement, où on un t'en film met déjà trop. has-been. Un film déjà has-been, une espèce de film qui veut se faire menu best-of, mais en fait le Big Mac est pas cuit, enfin de toute façon voilà. Donc Ah, JB se gratte la glotte. donc c'est bouillonne. dommage. Voilà, c'est dommage. Moi je trouve ça dommage. Je trouve qu'il pourrait y avoir des choses intéressantes, mais moi ça ne m'intéresse pas. Mais c'est noyé en plus dans un amas de références. Non, mais c'est surtout noyé, putain, 2h19 quoi. Bon, déjà, La climax finale, 30 minutes avec des ralentis qui sont Oh, ça, insupportables. Le truc du raccoon là et tout. Oh là là, faut arrêter un bon moment. Prends-moi sur mes cheveux. Oh, c'est déjà, pas possible. Ready Player One, c'est génial. là, Faut là, arrêter là, avec là, ça. là. C'est un grand film malade, mais un film assez génial Ah bah, par la fin. Ah, mais c'est voilà. c'est pas qu'il est malade, là, c'est qu'il est cancéreux, carrément. Il est en phase terminale. Hein. Non, on peut pas les comparer parce que le côté trop plein pop, autant dans Ready Player One, c'est le sujet, et c'est C'est le clair, sujet, c'est oui. clairement assumé comme tel. Autant là, c'est moi, en fait, ce film, je l'ai pas détesté parce que je suis passé très vite à côté de la super référentialité pop. En fait, je me suis dit, c'est pas le sujet. En fait, si c'est ça le sujet, ça m'intéresse pas. Mais finalement, je me suis attaché à autre chose. Alors, moi, tout ce que vous dites, je le comprends parce que je suis d'accord. Le film est trop long, le film est boursouflé, la fin est insupportablement longue et mal fichue. Mal fichu. Ah, C'est mal mal fichu. Et donc, je ne peux que adhérer à ce que vous dites parce que dans les faits, oui, c'est vrai qu'il y a des gros problèmes. Même, vous dites qu'il y a des bastons sympas, je suis même pas d'accord. Je trouve que les bastons sont ratés. C'est que je trouve que c'est pas du tout bien mis en scène. Alors, j'imagine qu'il y a des purs chorégraphes. C'est beaucoup trop juste, cut. voilà, je pense qu'ils vieillissent en fait tout simplement les deux acteurs. Et Mais bon, quand tu veux rendre quand même un hommage au film de Hong Kong et c'est puis au ça. film de Tap, T'as Michel Yeoh. tu fais un effort, Petit quoi, voilà, merde. T'as Michel Yeoh S'il te qui plaît. fait une baston avec des plugs anal. Sérieusement. Oui, mais ça, C'est pas drôle en plus. Non, c'est pas drôle. C'est juste nul. ça aurait dû être drôle. Donc, je Des suis gens qui se prennent des d'accord. trucs dans le cul, c'est marrant. Je savais que ça te plairait, espèce de Oui, déviant. mais là c'est nul, c'est raté. C'est raté. Non, mais voilà, je suis d'accord avec tout ça. En fait, le truc, Du le bac film, à sable. je l'ai pas perçu du tout comme ça. Je l'ai pris tout de suite parce que le film commence de cette manière, comme une chronique familiale, une sorte de comédie dramatique familiale autour de cette cellule-là qui est en difficulté. Cette mère de famille qui n'arrive plus à joindre les deux bouts, qui est complètement en difficulté à la fois économique, sentimentale avec son mari dont elle va se séparer, sa fille avec qui elle est en Son père conflit. qui est un gros relou. Voilà, exactement. Et en fait, je me suis dit, ok, ça va me raconter l'histoire de cette famille. Et en fait, tout le truc parti pris multivers, machin, je l'ai pas vu du tout comme un argument fantastique ou science-fictionnel. Je l'ai pris comme un truc qui se passait dans sa tête.
Je me suis dit, en fait, elle a un point de espace mental. rupture, voilà, où elle devient folle, en fait. Elle se dit, là, pour me ressaisir, il faut que je me confronte à des possibilités de vie que je n'ai jamais eues. Et juste cette thématique, je l'ai trouvée belle, en fait. Je trouve que c'est très beau ce que ça raconte sur l'idée des vies possibles, des chemins de vie qu'on n'emprunte pas. Au-delà de tout le marasme et l'exagération et le côté insupportablement rythmé du film, au-delà de ça, je trouve que ça raconte une histoire simple. La morale, oui, il faut être gentil. C'est pas ça, c'est juste faut accepter en fait qu'il peut y avoir des difficultés dans la vie, mais simplement en prenant sur soi et en arrêtant finalement d'être sectaire ou on peut changer. Mais c'est naïf, mais en Tu même temps, sais je que trouve c'est ça juste. exactement le même discours que le dernier film de Clapiche. Encore. Non mais et puis là ça passe aussi parce que toi tu Clapiche, on s'en branle de Clapiche, c'est de la merde. Là on a quand même des acteurs qui sont super bons. Enfin, Michelle Yeoh, elle est formidable. oui, bien sûr. Elle apparaît à l'écran. Tout de suite, Évidemment elle que je veux irradie. dire, c'est quand même le minimum. T'as juste envie de la suivre dans ses Oui. aventures. T'es séduit par sa prestation. Jamie Lee Curtis est formidable, je trouve, dans son rôle. Elle est incroyable, elle est super On drôle. va quand même pas reprocher à de bons acteurs de bien jouer. Et 2001 est super bon aussi. Enfin, franchement, alors qu'il Il a un nom, il a un contre-emploi. Parce que visiblement, c'est ça qui ressort. Visiblement, c'est 2001. Non, pas du tout. Ouais, mais c'est noyé en fait cette relation. Moi au début, c'est vrai que j'adhérais à ce côté, voilà, une famille qui est en train de se désagréger et comment on va faire pour essayer un peu de recoller les morceaux. Là, Recollons on- les morceaux ensemble. Voilà, comment on va laver son linge sale le en dialogue famille et final. essayer de retrouver quelque chose. Bravo, mais vous êtes très bon ce soir. mais c'est tellement noyé. Oui, mais bien sûr, il y a cette noyade-là, mais le dialogue final avec sa fille est d'une telle justesse que justement, c'est pas que ça rattrape le reste, mais on se dit, ok, je vois où ça veut en venir, et finalement, c'est touchant. Enfin, j'ai pas pleuré pour autant, c'est pas non plus. Voilà, Ah, moi, mais j'étais mais- tellement fatigué que ça m'a pas ému. ça m'a un peu ému, et puis j'ai trouvé ça bien supérieur sur la même sur une thématique similaire au Alerte Rouge de Pixar. oui, tiens. Sur cette relation mère-fille qui pour le coup est un peu plus ratée, en tout cas il y a des trucs qui marchent moins bien, alors que là je me suis dit ouais, ça aurait pu me cueillir s'il n'y avait pas eu la boursouflure narrative du mieux, ça aurait vraiment pu me Mais cueillir. le truc, c'est que C'est pour ça du que je suis coup, pas complètement sévère avec le film. L'argument fantastique et des multivers et compagnie devient juste un argument narratif qui ne tient pas. Ouais, mais Parce que c'est un artifice finalement. Ouais. S'ils avaient voulu, ils auraient pu faire une vraie belle chronique familiale s'ils le voulaient, et ils passent justement par des trucs de kéké C'est ça le problème. qui sont c'est le supposés défaut être du film. cool. Ouais. Mais il y a des trucs moi il y a des trucs qui m'ont fait rire déjà, je trouve qu'il y a des bonnes idées. Alors j'ai pas du tout aimé le passage où il singe Wong Kar-wai. Par contre, je trouve que Ouais, le parce- fond de ce passage était beau, cette relation entre les deux personnages, de comprendre comment finalement elle qui finalement Ouais, son mari elle croit que c'est un bon à rien, et puis elle retrouve l'idée que ah mais oui en fait même si on s'était pas croisé à une époque, on serait quand même retombé amoureux. Et je sais pas, moi il y a un truc qui m'a touché là-dedans. Même comme le Je- truc de je- vouloir ça- refaire ouais. In the Mood for Love, c'est quand même hyper casse-gueule. Ça, quoi. c'est raté, ça marche pas formellement. Mais sur le fond et la relation entre les deux acteurs, je trouvais que ça marchait parce qu'ils sont super bons tous les deux en fait. Quoi. Il y a un truc dans leur jeu, il y a une finesse, il y a une sensibilité qui m'a fait quelque chose. Je peux pas le jeter complètement à la poubelle, je peux pas dire que c'est un film raté, même s'il y a des trucs qui m'énervent, même si clairement ils reprennent le Cloud Atlas des Wachowski sans le talent. Quoi. Voilà, En version cheap. quoi. en version cheap, et c'est insupportable quand il y a à la fin t'as ce moment une demi-heure trop long là de ralenti et de trucs. Mais les Wachowski l'ont fait tellement génialement dans Cloud Atlas, tu peux pas arriver à la cheville. Mais quoi. les vachos, pour le coup, on parlait de Robert Zemeckis tout à l'heure, là c'est pareil, elles ont pavé la voie, elles sont pris gadin sur gadin Ouais. avec le Speed Racer et avec Clairement. Cloud Atlas, et donc après les autres ils Ah reprennent ouais, tout repris, les trucs qui marchaient, ils par-ci, reprennent leur par-là, truc à leur voilà. compte comme des gros fils de pu là, et hop, Exactement, après ils ont un boulevard pour faire leur connerie coucoule là. Mais on ne redira jamais assez à quel point Cloud Atlas c'est un film non Oui, c'est un seulement très beau important, film. mais en plus génial. Quoi. Ah oui, oui. Hyper mésestimé. Et là, pour le coup, c'est un film qui fonctionnait à mort sur l'émotion, Bien sûr. sur Ah oui. toutes les connexions de personnages, et sans passer par des multivers à mes C'est couilles. hein. brillant. On retrouvait le Walter Ruttmann de Mélodie du Monde. On se retrouvait, c'était vraiment l'âme du cinéma muet en fait des années 20, quoi, de la fin des années 20. Je trouve que c'est un film formidable. Donc là, effectivement, il n'y a pas ça. On peut pas dire que c'est un grand film, très clairement. Mais je trouve qu'en termes de divertissement, un peu au-dessus des Marvel, par exemple, voilà. Je pense que pour des spectateurs qui sont fans de Marvel, j'ai envie de leur dire, si vous voulez voir un truc où il y a un peu de consistance créative, Regardez ce Fury film est Road. plus intéressant quand même. Plus intéressant que les autres. Voilà, c'est pour ça que je nuance un petit peu et je vais pas bouder mon plaisir. Il y a des trucs qui m'ont plu dans le film. Donc voilà, Mais oui, non, c'est pas un film détestable, Voilà. c'est juste un film qu'on oublie. Ouais. ouais, c'est peut-être ça. Un film fast-food. Ouais, mais fast food, même pas. Enfin, un film fast-food, mais hors grande chaîne. Oui, voilà, c'est ça. Big Fern. Ouais, voilà, ouais, exactement. Voilà. Tiens, voilà, un truc qui se veut bon, puis au final, t'as quand même un peu mal au bide à la fin. Ouais, t'as quand même une chiasse après. Ouais. Un genre de tacos.
Oh, c'est pas bon les tacos. Ah bah non, bah je le sais, mais c'est pour ça que je dis ça. Ma dernière expérience était très douloureuse à ce sujet. Bref, un film tacos, donc Everything, Everywhere, All at Once, des Daniel Kwan et Daniel Schneinert. C'est pas possible, j'ai pas réussi à le dire. Donc disponible un peu partout et encore dans quelques salles en France. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde La merde. s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la notion plus de grande justice. merde des merdes. Les coups de cœur, Jean-Baptiste. Alors moi, mon coup de cœur, c'est un film que j'ai découvert il y a Moi aussi, j'ai 3 découvert jours. Jean-Claude Guédon. Ah, merci. De rien. Donc il y a 3 jours que j'avais loupé lors de sa sortie ça, alors qui m'intriguait, mais j'avais peur que ce soit Poser, Artie, Sundance, machin. Artie cœur à vif. Et qui s'avère en fait être absolument magnifique. C'est le A Ghost Story de David Lowery. Dont on avait parlé ici à l'époque, je crois. Il me semble que oui. Oui, vous l'aviez chroniqué, je crois, hein, avec Casey Affleck et Rooney Mara, qui est non seulement un film incroyable sur le temps qui passe, qui est peut-être un des plus beaux films récents que j'ai vu sur le temps qui passe, et qui en plus est une adaptation officieuse, à mon sens, d'une bande dessinée complètement inadaptable, que je pensais complètement inadaptable, qui est le Here, ici, de Richard Maguire, qui est une bande dessinée en fait où chaque double page, par exemple, c'est un plan sur une case sur une salle, une pièce d'une maison, pièce centrale d'une maison, qu'on voit au travers du temps, mais avec des cases où on voit ce qui se passe à une époque et à une autre, etc. Et donc c'est une BD de 300 pages qui nous retranscrit temporellement des débuts de l'humanité jusqu'au futur lointain, c'est ce lieu très précis qui est cette pièce de vie. Et je trouve que ce film en fait est une adaptation quasiment officieuse de cette bande dessinée, et je me disais que c'était pas possible. Sachez d'ailleurs que Robert Zemeckis veut adapter ici, et je suis aux anges. Je me dis, ça va être énorme, ça va être le meilleur film des années 2020. Voilà, c'est dit. Merci JB, carrément Florent. Moi, ça va être un album de musique parce que j'ai pas vu grand chose de très croustillant cette semaine. Donc ça va être Dimmu Borgir et leur album Death Cult Armageddon qui ça date fait du potin, hein. de 2003. Voilà, album absolument merveilleux de black metal symphonique, un peu trop commercial diront les puristes, mais un album qui moi me procure beaucoup d'émotions. Voilà, notamment la chanson Leur Tube, hein, l'un de leurs tubes, Progenies of the Great Apocalypse, absolument incroyable, enregistré avec l'orchestre symphonique de Berlin. En live, c'est l'orchestre de Prague. Ah non, c'est peut-être Prague. Oui. Voilà. Bigre. Voilà, magnifique. Merci Thibaut. Alors moi, ce sera 2 choses. D'abord, c'est une mini-série de Andrew Hay sortie l'été dernier qui s'appelle le Northwater, truc en eau profonde du Nord en français, je sais plus quoi. Donc une mini-série sur des marins harponneurs de baleines au début du siècle avec que Colin Farrell dans le rôle d'un harponneur qui a un gros bidou, une grosse barbe et qui fait un gros accent dégueulasse. Oh, d'ailleurs, j'ai vu 13 vies avec Colin Farrell. C'est pas top, mais lui est très très bon. Ah oui, incroyable. Hein. Il est très bien Colin dedans. Ouais. Donc super mini-série. Et pourtant Dieu sait que j'aime pas la neige, mais là il y a des gros bateaux, donc du coup ça m'a plu comme vachement. Ça se tient hyper bien en 5 épisodes de 55 minutes, donc je vous recommande chaudement. Et sinon, si vous aimez rigoler, c'est le documentaire de 1979 des morts, réalisé notamment par Thierry Zeno, qui va dans différents coins du monde pour filmer des rituels funéraires en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, tout ça. C'est très joyeux. C'est très très joyeux, c'est un peu dégueulasse, mais c'est absolument passionnant. Intriguant. Effectivement. Voilà, merci beaucoup JB d'être venu avec nous. Merci Thomas de m'avoir invité. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous inviter. Je t'enverrai des SMS plus souvent. Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc on se reverra de toute façon normalement vers la fin d'année ou début d'année pour parler de ton gros projet, de ton livre qui Moi va aussi, sortir. je fais un bilan comme Robert. Exactement, vous êtes pareil. Merci Thibaut, merci Valentin à la technique. On se retrouve la semaine prochaine donc pour parler d'ultra-violence notamment et de bagarres à Hong Kong. Merci à tous. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.